La porte claqua comme un coup de tonnerre dans le silence du couloir étroit de l'immeuble haussmannien du Marais. Florent, les mains tremblantes, serrait contre lui le colis de livres qu'il venait de récupérer à la poste, son cœur battant à tout rompre. « Espèce de déviant !» hurla une voix rauque derrière lui, chargée de venin pur. « Tu oses encore parader avec ton amant sous mes yeux. Paris n'est plus ce qu'elle était. » Karen, la voisine du 3e étage, se tenait là, les bras croisés sur sa poitrine opulente, ses yeux plissés comme des lames de rasoir, son chignon blond impeccable contrastant avec la fureur qui déformait son visage ridé par les ans et les regrets. Florent se figea, le souffle court, tandis que les mots de cette femme qu'il avait toujours évitée comme la peste s'enfonçaient en lui comme des éclats de verre. Il n'avait rien fait, rien d'autre que rentrer chez lui après une journée harassante à la librairie où il travaillait, rêvant déjà au bras de Jules qui l'attendait en haut, avec un dîner improvisé et une bouteille de vin rouge volée à la cave familiale. Mais Karen, cette Américaine exilée à Paris depuis 30 ans, veuve acariâtre et pilier autoproclamé de la « décence » du quartier, avait décidé que leur existence même était une insulte à sa vision étroite du monde. Et ce soir-là, sous les néons jaunâtres du hall, elle avait franchi la ligne invisible qui sépare la méfiance de la haine ouverte. « Madame Leclerc », murmura Florent d'une voix qu'il voulait ferme mais qui trahissait sa peur, « je ne vous veux aucun mal. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. » Ces mots étaient un murmure, un appel au calme dans la tempête qui montait. Mais Karen avança d'un pas, son parfum bon marché à un mélange âcre de lavande et de tabac froid envahissant l'espace comme une brume toxique. « Tu crois que je ne sais pas ce que vous tramez là-haut, avec tes petits cris et tes rires » hurla-t-elle encore plus fort, attirant les regards curieux des autres locataires qui osaient à peine entr'ouvrir leurs portes. « Vous souillez cet immeuble, cette ville. Retourne dans ton placard, ou je m'en charge moi-même. » C'est alors que la porte de l'appartement s'ouvrit en grand au-dessus d'eux, et Jules apparut, torse nu, ses cheveux châtains en bataille, les yeux encore lourds de sommeil d'une sieste volée à l'après-midi. « Florent ? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix, grave et chaude comme un câlin inattendu, trancha l'air tendu. En une fraction de seconde, il dévala les marches, ignorant la chemise qu'il n'avait pas pris le temps d'enfiler, et se planta entre son amant et la furie voilée de Karen. « Qu'est-ce que vous lui voulez, encore ?» lança-t-il, le ton protecteur mais teinté d'une lassitude infinie. « On en a déjà parlé avec le syndic. Arrêtez ça. » Karen recula d'un pas, mais son regard ne faiblit pas, au contraire, il s'alluma d'une lueur malveillante, comme si elle avait attendu ce moment pour déchaîner l'orage. « Ah, le chevalier servant !» ricana-t-elle, son accent américain roulant les airs, avec une emphase théâtrale. « Vous deux, vous n'êtes que des parasites. J'ai des amis haut placés, vous savez ? À la mairie, à l'église du quartier. Bientôt, vous regretterez d'avoir posé le pied ici. » Et sur ces mots, elle tourna les talons, claquant la porte de son appartement avec une violence qui fit vibrer les murs centenaires. Florent s'effondra contre Jules, les larmes qu'il retenait depuis des mois coulant enfin, chaudes et salées sur la peau nue de son épaule. « Pourquoi elle nous déteste autant ?» chuchota-t-il, la voix brisée. « On ne fait de mal à personne. » Jules le serra plus fort, ses mains puissantes glissant dans le dos de Florent comme pour recoller les morceaux d'une porcelaine fissurée. « Parce qu'elle est seule, mon amour. Et la solitude rend les gens aveugles. Mais nous, on a l'un l'autre. C'est tout ce qui compte. » Ce n'était pas la première fois que Karen, cette Karen, comme Jules l'avait surnommée en riant un soir, après avoir lu un article sur ces Américaines hystériques dans un magazine People, tentait de les intimider. Depuis qu'ils avaient emménagé ensemble 2 ans plus tôt, dans cet appartement exigu mais charmant au cœur du Marais, ce quartier gay-friendly où les drapeaux arc-en-ciel flottaient au balcon comme des promesses d'acceptation, elle avait multiplié les petites mesquineries. Des lettres anonymes glissées sous la porte, accusant Florent d'être un « mauvais exemple » pour les enfants du quartier, des plaintes au syndic pour « bruit nocturne », qui n'étaient que les rires complices d'un couple amoureux, et même, une fois, une pétition circulait en douce pour les expulser, signée par une poignée de résidents conservateurs qu'elle avait galvanisés autour de thés empoisonnés. Florent, avec ses 28 ans, sa silhouette élancée et ses yeux verts hérités d'une mère bretonne, avait toujours été le plus sensible des deux. Libraire de profession, il passait ses journées entouré de mots qui soignaient l'âme, de romans qui parlaient d'amours impossibles et de rédemption. Jules, lui, 32 ans, barman dans un café branché de la rue des Francs-Bourgeois, était le roc, musclé par des années de musculation clandestine et d'un job physique, avec un sourire qui désarmait les cœurs les plus endurcis. Ils s'étaient rencontrés lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, en 2022,
sous une pluie battante place de la République, où Jules avait prêté son parapluie à Florent, trempé jusqu'aux os. « Tu vas attraper la mort, beau gosse », avait-il dit avec un clin d'œil. « Laisse-moi te réchauffer. » C'était le début d'une histoire d'amour qui avait fleuri comme une rose sauvage au milieu des pavés parisiens. Mais Karen, arrivée à Paris dans les années 80 pour suivre un mari infidèle qui l'avait abandonné pour un gigolo du bois de Boulogne, portait en elle une amertume qui suppurait comme une plaie mal refermée. Elle se voyait comme la gardienne des « vraies valeurs », celle d'une Amérique puritaine qu'elle avait fui mais qu'elle ressassait dans ses monologues solitaires. Pour elle, Florent et Jules n'étaient pas des hommes amoureux, ils étaient une aberration, un défi à l'ordre divin qu'elle s'était imposé pour survivre à son propre vide. Et ce soir-là, sa menace n'était pas un simple éclat de colère, c'était le prélude à une guerre qu'elle comptait mener jusqu'au bout. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension palpable. Florent rentrait la tête basse, évitant les ascenseurs pour ne pas croiser Karen dans l'étroitesse des cabines. Jules, plus combatif, avait contacté un avocat ami de la communauté gay, un certain Mathieu qui militait à Act Up. « On ne la laissera pas gagner », affirma-t-il un soir, alors qu'ils dînaient aux chandelles sur leur balcon minuscule, surplombant les toits de zinc qui scintillaient sous les étoiles. Paris est à nous autant qu'à elle. Florent hocha la tête, mais au fond de lui, une peur sournoise grandissait, et si elle avait raison? Et si leur amour, si pur, si fragile, ne pouvait survivre à la haine des autres? C'est alors que le premier coup bas arriva. Un matin, en descendant chercher son courrier, Florent trouva une enveloppe Kraft sans adresse, contenant des photos floues mais reconnaissables, lui et Jules, enlacés dans leur lit, prises à travers la fenêtre mal isolée de leur chambre. Au dos, une écriture tremblante, « Je sais tout. Quittez les lieux où ça ira plus loin. » Son estomac se noua, Karen avait franchi une ligne rouge, celle de l'intimité volée. Tremblant, il remonta en courant, et quand il montra les clichés à Jules, celui-ci blêmit. « Cette salope, » gronda-t-il. « On porte plainte. » Immédiatement. Mais avant qu'ils ne puissent agir, Karen frappa à leur porte un soir de semaine, un gâteau aux pommes fait maison à la main, son masque de voisine affable plaqué sur le visage. « Je viens en paix, mes garçons », susurra-t-elle d'une voix mielleuse qui sonnait faux. « J'ai réfléchi. Peut-être que j'ai été trop dur. Entrez, discutons. » Florent hésita, mais Jules, sentant le piège, refusa poliment. « Merci, madame, mais on préfère en rester là. » Karen haussa les épaules, un sourire carnassier aux lèvres. « Comme vous voulez. Mais rappelez-vous, le quartier a des yeux partout. » Cette nuit-là, lovés l'un contre l'autre sous les draps froissés, Florent murmura contre la nuque de Jules, « J'ai peur qu'elle nous brise. » Jules se tourna, ses lèvres effleurant celles de son amant dans un baiser doux, chargé de promesses. « Jamais, mon cœur. Notre amour est plus fort que ces mensonges. » Et dans l'obscurité de leur chambre, entourés des murmures de la ville qui ne dort jamais, ils s'aimèrent avec une tendresse féroce, comme pour défier le monde entier. Mais au dehors, l'orage couvait, et Karen, dans son appartement aux rideaux tirés, ourdissait déjà son prochain coup, ignorant que le karma, ce juge invisible, observait chaque geste avec une patience impitoyable. Compte de mots, 1000. Fichier 2/5, mot, 1000. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de paranoïa et de rapprochements intimes. Florent, hanté par les photos, avait cloué des rideaux occultants à chaque fenêtre, transformant leur nid d'amour en forteresse assiégée. Jules, de son côté, multipliait les soirées au café pour évacuer la rage qui bouillonnait en lui, servant des verres avec un sourire forcé qui masquait les cernes sous ses yeux. « Elle ne s'arrêtera pas », confia-t-il un soir à son patron, un ancien activiste au tatouage militant. « Cette femme est un poison. » Son patron, un quinquagénaire buriné par les luttes, posa une main sur son épaule. « Les gens comme elle craignent ce qu'ils ne comprennent pas, montre-lui ta force, pas ta peur. » Mais la force, Florent en manquait cruellement. Un après-midi pluvieux, alors qu'il rangeait des étagères à la librairie, un client régulier, un vieux monsieur aux lunettes rondes, amateur de Proust, le surprit en train de fixer le vide. « Qu'est-ce qui te tracasse, petit ?» demanda-t-il avec la douceur d'un grand-père. « L'amour, c'est ça ?» Florent, les larmes aux yeux, se confia pour la première fois, l'histoire de Karen, les menaces, la peur constante d'être arraché à Jules. Le vieil homme écouta en silence, puis glissa un livre dans ses mains, le temps retrouvé. Lis ça. L'amour vrai transcende les tempêtes. Et souviens-toi, la haine des autres n'est souvent que le miroir de leur propre démon. Ce soir-là, Florent rentra avec le livre sous le bras, et ils s'installèrent sur le canapé usé,
une couverture sur les genoux, à lire à voix haute des passages sur la mémoire et les passions perdues. Jules, sa tête sur l'épaule de Florent, riait aux descriptions exubérantes de la duchesse de Guermantes, et pour un instant, le monde extérieur s'effaça. Leurs mains se frôlèrent, puis s'entrelacèrent, et bientôt, les mots de Proust cédèrent la place à des murmures plus intimes. « Tu es ma Madeleine à moi », souffla Florent, les lèvres contre l'oreille de Jules. « Tu ranimes tout ce qui est beau en moi. » Jules, ému, le renversa doucement sur les coussins, leur corps s'entremêlant dans une danse lente, passionnée, où chaque caresse était une déclaration de guerre contre l'adversité. Pourtant, Karen n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait infiltré le syndic de l'immeuble, une association de copropriétaires où elle siégeait comme trésorière, et y avait semé le doute. Lors d'une réunion tendue dans la salle commune au rez-de-chaussée, elle présenta une liste de plaintes anonymes, bruits excessifs, odeurs suspectes, et même des rumeurs sur des fêtes scandaleuses, qui n'avaient jamais eu lieu. Ces deux-là ne respectent rien, tonna-t-elle, brandissant des faux témoignages collectés auprès de voisines crédules. Il faut les sanctionner, ou l'immeuble perdra sa valeur. Le président, un retraité timoré, hocha la tête, et une lettre officielle fut envoyée à Florent et Jules, mis en demeure de modérer leur comportement, sous peine d'expulsion. Quand Jules lut le document, ses poings se serrèrent jusqu'à ce que le papier se froisse. C'est du harcèlement pur et simple, explosa-t-il, arpentant le salon comme un lion en cage. On va contre-attaquer. Mathieu prépare déjà le dossier pour la justice. Florent, pâle comme un linge, s'assit par terre, adossé au mur. Et si on partait ? Murmura-t-il. On pourrait trouver un autre appartement, ailleurs, loin de tout ça. Je ne supporte plus cette peur constante. Jules s'agenouilla devant lui, prenant son visage entre ses mains rugueuses. Partir, ce serait lui donner raison. On reste, Florent. Pour nous, pour tous ceux qui nous ressemblent. Notre amour n'est pas négociable. C'est dans cette vulnérabilité exacerbée que leur relation prit une tournure plus profonde, presque sacrée. Ils recommencèrent à se promener main dans les rues du Marais, défiant les regards obliques, s'arrêtant pour un café chez un ami traiteur qui les surnommait « les amoureux éternels ». Mais le destin, ou plutôt le karma, commença à tisser sa toile subtile. Karen, dans sa solitude, avait un secret qu'elle gardait jalousement, une fille, Élise, qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans, partie aux États-Unis après une dispute explosive sur son coming-out lesbien. Karen l'avait renié, la traitant de « trahison ambulante », et depuis, elle noircissait son âme en projetant sa colère sur les autres. Un soir, alors qu'elle fouillait dans ses vieux tiroirs pour trouver de quoi alimenter sa prochaine plainte, elle tomba sur une lettre jaunie d'Élise. « Maman, ton silence me tue plus que tes mots. J'aime qui j'aime, et un jour, tu le comprendras. » Les larmes coulèrent, pour la première fois en années, mais Karen les essuya rageusement, les rangeant au fond de son cœur comme un poison qu'elle refusait d'avaler. Entre-temps, Florent et Jules décidèrent de contre-attaquer publiquement. Avec l'aide de Mathieu, ils organisèrent une petite veillée aux chandelles devant l'immeuble, invitant les voisins bienveillants à partager des histoires d'amour et de tolérance. Une quinzaine de personnes vinrent, le boulanger du coin, une professeure d'art queer, même le vieux proustien de la librairie. Des bougies tremblotèrent dans la brise automnale, et Florent, la voix chevrotante, raconta leur histoire. « Nous ne demandons qu'à vivre en paix. L'amour n'est pas un crime. » Jules, à ses côtés, serra sa main, et pour la première fois, des applaudissements fusèrent, étouffant les murmures réprobateurs. Karen, observant de sa fenêtre, sentit une fissure dans son armure. Mais la haine est une drogue dure, et elle en prit une dose massive le lendemain. Elle contacta un pseudo-avocat, un charlatan qui promettait des expulsions rapides pour un prix modique. Ils paieront, marmonna-t-elle en raccrochant. Tous autant qu'ils sont. Ignorant que cet homme, un escroc notoire, avait déjà croisé la route de Jules lors d'une affaire de barbe et qu'il était sur le point de se retourner contre elle, mu par un sens tordu de la justice poétique. La nuit tomba sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau de mystère. Florent et Jules, épuisés mais unis, s'endormirent enlacés, rêvant d'un avenir sans ombre. Mais au matin, une nouvelle enveloppe attendait dans la boîte aux lettres, pas une menace, cette fois, mais une invitation inattendue. Karen, d'une écriture maladroite, les conviait à un thé. Pour discuter, sans haine. Était-ce un piège, ou le premier craquement d'une armure rouillée? Ils hésitèrent, puis acceptèrent. Car l'amour, vrai amour, c'est pardonner ou du moins, écouter. Le thé chez Karen fut un exercice d'équilibre précaire, comme marcher sur un fil au-dessus du vide.
L'appartement de la voisine, au 3e étage, était un reliquat d'un Paris bourgeois fané, meuble Louis-Philippe couvert de napperons jaunis, photos sépia d'une jeunesse américaine radieuse, et une odeur persistante de thé Earl Grey et de regrets non dits. Karen les accueillit avec une raideur forcée, ses mains noueuses serrant la théière comme une arme. « Asseyez-vous, mes garçons », dit-elle d'une voix qui se voulait conciliante mais qui trahissait une crispation sous-jacente. J'ai réfléchi. Peut-être que j'ai été injuste. Florent et Jules échangèrent un regard prudent, s'installant sur le canapé au coussin trop dur. Florent, le cœur battant, observa les détails, un crucifix accroché de travers au mur, une pile de livres pieux sur la table basse, des traités sur la famille traditionnelle, écrits par des évangélistes américains. Jules, plus direct, brisa le silence. « Pourquoi maintenant, madame ? Après les photos, les plaintes, qu'est-ce qui a changé ?» Karen versa le thé, ses lèvres pincées en une ligne fine. La solitude, peut-être. Ou la honte. J'ai une fille, vous savez. Élise. Elle est partie à cause de moi. Comme vous. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, ridant la surface de leur méfiance. Florent, touché malgré lui, posa sa tasse. Racontez-nous. Jules, qui avait grandi avec un père homophobe qu'il avait fui à 18 ans, sentit une compassion inattendue l'envahir. La haine, c'est un cycle, madame. Il faut le briser. Appelez-la. Dites-lui que vous l'aimez. Karen hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'un éclat dur. Peut-être. Mais d'abord, je retire les plaintes. C'était une erreur. Ils partirent sur cette note fragile, un armistice précaire, et dans l'escalier, Florent serra la main de Jules. Crois-tu qu'elle changera ? Jules haussa les épaules. Le karma a ses façons. On verra. Hélas, l'accalmie fut de courte durée. Karen, rongée par son aveu, se replia sur elle-même, et la vieille rancœur refit surface sous une forme plus insidieuse, la manipulation. Elle contacta Élise par un appel impulsif, mais au lieu de s'excuser, elle déversa son fiel, accusant sa fille d'avoir empoisonné sa vie. Élise raccrocha, blessée, et dans un élan de désespoir, appela un ami commun à Paris, un certain Paul, qui se révéla être l'ex de Jules, un lien du passé que Florent ignorait. « Jules est au courant des magouilles de ta voisine ?» demanda Élise au téléphone, la voix brisée. « Elle harcèle mon ami Florent, et maintenant elle me relance ? Aide-moi. » Paul, un graphiste flamboyant aux mèches roses et au cœur généreux mais impulsif, n'hésita pas. Il contacta Jules le soir même, sous prétexte d'une expo photo. Au café bondé de la rue Vieille du Temple, entouré de serveurs tatoués et de couples enlacés, Paul lâcha la bombe. « Ta Karen, c'est la mère de mon amie Élise. Elle est toxique. Et Élise dit qu'elle prépare un coup tordu contre vous, une fausse accusation de vol, ou pire. Mais attends, tu n'as pas dit à Florent pour nous ?» Jules blêmit. Leur rupture, 3 ans plus tôt, avait été tumultueuse, marquée par des infidélités de Paul. C'était avant Florent. Laisse ça de côté. Aide-nous contre elle. Mais Paul, piqué au vif par le passé, vit là une opportunité de revanche personnelle. Au lieu d'aider, il sema le doute, il envoya anonymement à Florent un message avec des photos anciennes de Jules et lui, intime, accompagné d'un texto venimeux, « Ton mec n'est pas si fidèle. » Réfléchis. Florent, recevant cela au milieu de son shift à la librairie, sentit le sol se dérober. Les mains tremblantes, il rangea son téléphone et passa la journée dans un brouillard, les mots de Proust résonnant comme un écho moqueur, le véritable paradis est le paradis qu'on a perdu. Quand il rentra, Jules sentit immédiatement le malaise. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ? Florent, les larmes aux yeux, lui montra le message. C'est qui, Paul ? Et pourquoi il dit ça ? Jules, atterré, s'expliqua, l'ex, la rupture, le fait que Paul était le lien avec Élise. Mais les mots sonnaient comme des excuses, et Florent, blessé par la trahison du silence, explosa, « Tu m'as caché ça. » Comme si notre amour était un secret sale. Ils se disputèrent pour la première fois vraiment, des mots aiguisés comme des couteaux, Florent accusant Jules de légèreté, Jules reprochant à Florent sa fragilité. La porte claqua quand Florent sortit, errant sous la pluie dans les ruelles sombres du Marais, le cœur en miettes. Il finit par s'abriter dans un bar gay-friendly, le Tempérance, où des amis le trouvèrent, ivre de chagrin et de pastis. « C'est Karen, tout ça » marmonna-t-il à son ami barman. « Elle nous détruit. » L'ami, un drag queen retraité nommé Gigi, le serra dans ses bras.
Non, c'est la peur qui vous détruit. Retourne vers lui. L'amour, c'est le chaos, mais c'est aussi la guérison. Pendant ce temps, Jules, seul dans l'appartement, pleurait en silence, feuilletant les photos de deux, celles de leur voyage en Bretagne, de leurs Noëls improvisés. Il appela Paul, furieux, « Que as-tu fait ?» Paul ricana, « Juste la vérité. Tu mérites mieux que de te cacher. » Le lendemain, Florent rentra, les yeux rougis, et trouva Jules endormi sur le sol, une lettre à la main, une confession écrite à la main, où il avouait tout, promettant transparence et fidélité éternelle. « Pardonne-moi, mon Florent. Sans toi, je ne suis rien. » Les larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois de soulagement. Ils s'embrassèrent, un baiser salé de regret et de renouveau, leurs corps se pressant l'un contre l'autre comme pour sceller un pacte. « On affronte ça ensemble, » murmura Jules. Karen, Paul, le monde entier. Mais le karma, patient, attendait son heure. Élise, blessée par l'appel de sa mère, décida de venir à Paris incognito, pour confronter Karen. Et c'est là que les fils commencèrent à se nouer, une rencontre fortuite dans un café, où Élise reconnut Jules d'après les descriptions de Paul. « Aidez-moi à la raisonner, supplia-t-elle. Elle est ma mère, malgré tout. » Jules, touché, accepta. Florent, à ses côtés, vit dans cette alliance une lueur d'espoir. Ensemble, ils ourdirent un plan, inviter Karen à une « réconciliation familiale » sous couvert d'une soirée quartier. La soirée arriva, tendue comme un arc. L'immeuble vibrait d'une énergie nouvelle, voisins curieux, bougies allumées, un buffet modeste mais chaleureux. Karen entra, méfiante, mais son visage se décomposa quand elle vit Élise au milieu de la foule, les bras ouverts. « Maman » murmura la jeune femme, les yeux pleins de larmes. Karen recula, mais Florent et Jules se tenaient là, témoins silencieux. « Écoutez-la, madame » dit doucement Florent. « L'amour n'a pas de frontières. » La confrontation fut un cataclysme émotionnel, un maelstrom de cris et de silence qui ébranla les murs de l'immeuble. Élise, avec sa coupe courte et son tatouage arc-en-ciel sur le poignet, avança vers sa mère, la voix tremblante mais résolue. « Tu m'as chassé il y a 10 ans, maman. Pour qui j'aime. Et maintenant, tu poursuis les autres pour le même crime. » Karen, le visage livide, s'affaissa sur une chaise, ses mains couvrant sa bouche comme pour étouffer un sanglot. Les voisins, figés en cercle, retenaient leur souffle, Florent et Jules, en retrait, sentaient leur propre histoire se refléter dans ce drame filial, un miroir brisé mais réparateur. « Je pensais te protéger » balbutia Karen, les mots sortant en hoquet. « De ce monde cruel. De moi-même. » Élise secoua la tête, des larmes traçant des sillons sur ses joues. « Tu m'as fait du mal, maman. Plus que quiconque. Mais je suis revenue parce que je t'aime encore. Et parce que j'ai appris, par ces hommes-là, » elle désigna Florent et Jules d'un geste tendre, « que le pardon est possible. Arrête de haïr ce que tu ne comprends pas, haïs-toi moins, pour commencer. » Karen leva les yeux, et pour la première fois, Florent y vit non de la rage, mais une vulnérabilité nue, comme une enfant perdue dans la foule. Jules, sentant le moment pivotal, s'avança. « Nous tous ici, on a nos cicatrices. Moi, un père qui m'a renié. Florent, une enfance cachée. Vous, madame, une fille qui vous tend la main. Le karma, c'est pas la vengeance, c'est l'équilibre. Choisissez le vôtre. » Karen pleura alors, un torrent libérateur qui lava des décennies de poison. Elle se leva, maladroite, et serra Élise contre elle, un geste raide mais authentique. La salle éclata en applaudissements timides, puis chaleureux, des embrassades fusèrent, et pour un instant, l'immeuble devint un havre de paix improbable. Mais le karma, impitoyable dans sa justice, réservait encore un coup de théâtre. Le pseudo-avocat que Karen avait engagé, alerté par Paul qui, rongé par la culpabilité d'avoir semé le doute chez Florent, avait décidé de racheter sa faute, débarqua le lendemain matin à l'immeuble, menottes au poignet, escorté par la police. Il avait été arrêté pour escroquerie en bande organisée, et dans ses dossiers volés, on trouva non seulement les plans contre Florent et Jules, mais aussi des preuves que Karen l'avait payé grassement pour falsifier des documents. « Madame Leclerc » interrogea l'inspecteur, un homme bourru au regard las. « Vous êtes impliqué. Venez avec nous. » Karen, apprenant la nouvelle par un appel paniqué d'une voisine, s'effondra dans son appartement. Élise, restée à Paris pour veiller sur elle, accourut, suivie de Florent et Jules qui, malgré tout, refusaient de la laisser sombrer seule.
C'était une erreur, octa Karen quand ils entrèrent. Je voulais juste les faire partir. Pas ça. Élise la serra fort. On va t'aider, maman. Avoue tout. Le mensonge te ronge depuis trop longtemps. Florent, le cœur serré par un mélange de pitié et de soulagement, posa une main sur son épaule. On témoigne pour vous, si vous le voulez. Pas par haine, mais par humanité. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire, audition au commissariat du 4e arrondissement, où Karen, contrite, raconta tout, les photos volées par un voyou embauché, les plaintes fabriquées, les rumeurs semées comme des graines vénéneuses. L'avocat, un certain Duval, se révéla être un filou qui avait ruiné des dizaines de familles vulnérables, et Karen n'était qu'une victime collatérale de son avidité. Mais le coup le plus dur vint de Paul, lors d'une confrontation orchestrée par Élise, il avoua avoir manipulé le message à Florent par jalousie résiduelle. « Je voulais te reconquérir, Jules, murmura-t-il, tête basse. Mais j'ai tout gâché. Pardonne-moi. » Jules, face à son ex, sentit la colère remonter, mais Florent, à ses côtés, murmura « Laisse partir. On a mieux à faire. » Ils pardonnèrent, non par faiblesse, mais par force, celle d'un amour qui avait survécu aux tempêtes. Paul, brisé, promit de se racheter en militant pour la cause, et Élise, touchée par cette chaîne de rédemption, décida de rester à Paris un temps, pour reconstruire avec sa mère. Au milieu de ce chaos, l'amour de Florent et Jules fleurit d'une manière nouvelle, plus mature, trempé au feu des épreuves. Une nuit, après une audience épuisante, ils marchèrent le long de la Seine, les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau comme des étoiles tombées. On a failli se perdre, confia Florent, sa tête sur l'épaule de Jules. À cause d'elle, de lui, de nos peurs. Jules s'arrêta, le prenant dans ses bras sous un réverbère vacillant. Mais on s'est retrouvés. Plus fort. Leur baiser, là, au bord du fleuve éternel, fut un serment, contre vent et marée, leur passion resterait inaltérable. Plus tard, dans l'intimité de leur lit, ils explorèrent l'un l'autre avec une tendresse renouvelée, des caresses lentes qui racontaient des histoires de résilience, de corps et d'âme entrelacés dans une danse sacrée. Karen, de son côté, affronta son procès avec une dignité surprenante. Condamnée à une amende et à des travaux d'intérêt général, sensibilisation aux droits LGBTQ+ dans les associations du quartier, elle accepta son sort sans murmure. « J'ai mérité ça », dit-elle à Élise un après-midi, alors qu'elle buvait un café sur le balcon. « Toi, au moins, tu m'as sauvé. » Élise sourit, serrant sa main. « Non, maman. Eux l'ont fait. » Et pour la première fois, Karen hocha la tête vers l'appartement de Florent et Jules, un geste muet de gratitude. Le quartier, touché par ce drame, changea subtilement, une banderole arc-en-ciel fut accrochée au porche de l'immeuble, des ateliers sur la tolérance virent le jour, et Florent, inspiré, écrivit un court récit sur leur histoire, publié dans un magazine local. L'amour au Marais, s'intitulait-il, un plaidoyer pour l'empathie dans une ville de lumière et d'ombre. Mais le vrai au point survint un soir d'hiver, quand une tempête de neige inhabituelle enveloppa Paris d'un manteau blanc. Florent et Jules, emmitouflés, sortirent fumer une cigarette sur le balcon, quand ils virent Karen, Élise à son bras, trébucher dans la cour enneigée, portant un plateau de vin chaud. « Pour vous » cria-t-elle d'en bas, la voix chevrotante. « Paix aux hommes de bonne volonté. » Ils descendirent, riant, et partagèrent le vin autour d'un feu improvisé, Élise racontant des anecdotes d'Amérique, Karen écoutant en silence, un sourire timide aux lèvres. C'est là, sous la neige qui tombait comme une bénédiction, que Florent comprit, le karma n'était pas vengeance, mais leçon. Et leur amour, forgé dans l'adversité, en était le plus beau témoignage. Le printemps revint sur Paris comme un amant prodigue, chassant les ombres de l'hiver avec des bourgeons roses sur les marronniers du Marais et des terrasses bondées de rires complices. Florent et Jules, marqués mais non brisés, avaient émergé de l'ouragan plus unis que jamais, leur appartement redevenu un sanctuaire de lumière et de murmures amoureux. Florent, promu assistant gérant à la librairie grâce à son récit publié, passait ses pauses à griffonner des notes pour un roman ou une histoire d'amour queer sous la tour Eiffel, inspiré de leur propre odyssée. Jules, quant à lui, avait réduit ses heures au bar pour suivre des cours du soir en gestion hôtelière, rêvant d'ouvrir un café inclusif où les couples comme le leur pourraient s'aimer sans peur. Karen, transformée par son épreuve judiciaire, s'était inscrite à un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBTQ+, animé par une psychologue compatissante du quartier. Ses travaux d'intérêt général la menaient 2 fois par semaine à un centre communautaire, où elle aidait à organiser des ateliers sur l'acceptation ou ironie du sort qui la faisait sourire amèrement.
Je suis la caution vivante du changement, confiait-elle à Élise lors de leurs dîners hebdomadaires, désormais un rituel sacré. Sans vous, je serais encore une vieille harpie. Élise, qui avait prolongé son séjour pour lancer une galerie d'art queer, hochait la tête avec tendresse. Maman, tu le haises toujours un peu. Mais c'est ce qui te rend humaine. Paul, le traître involontaire, avait fui Paris pour Lyon, emportant sa culpabilité comme un fardeau. Avant de partir, il envoya une lettre à Jules, « J'ai été un idiot. Merci de m'avoir montré la voie du pardon. Je milite maintenant avec une asso lesbienne gay. Sois heureux. » Jules la lut à Florent un matin ensoleillé, et ils rirent, brûlant la missive dans un cendrier improvisé. « Le passé est cendre, » dit Florent, embrassant Jules avec une douceur infinie. « L'avenir est à nous. » Leur relation, jadis fragilisée par les secrets et les assauts extérieurs, s'était muée en un lien profond, presque mystique. Ils parlaient des heures entières, nus sous les draps, de leur peur d'enfance, Florent évoquant les moqueries au lycée breton, Jules les coups de son père ouvrier et de leur rêve fou, adopter un enfant un jour, voyager en Asie, écrire un blog sur la vie gay à Paris. Leur intimité physique, toujours ardente, avait gagné en poésie, des matins paresseux où Jules traçait des motifs sur la peau de Florent avec sa langue, des nuits où Florent, dominant pour une fois, guidait Jules dans une danse de soumission consentie, leurs gémissements se mêlant aux sirènes lointaines de la ville. Un après-midi de mai, lors d'une fête de quartier ou une tradition ravivée par leur veillée mémorable, le destin scella leur rédemption collective. La cour de l'immeuble, pavée de guirlandes lumineuses et de tables garnies de quiches et de macarons, bruissait de conversations joyeuses. Florent, en chemise blanche cintrée qui soulignait sa silhouette gracile, servait des apéritifs quand Karen s'approcha, Élise à son côté. « J'ai quelque chose à vous dire, » balbutia-t-elle, tendant une enveloppe froissée. « C'est pour vous. De ma part. » À l'intérieur, un chèque modeste fruit de ses économies et une lettre manuscrite, « J'ai été votre bourreau. Laissez-moi être votre ami. Achetez-vous un cadeau. Et merci de m'avoir forcé à voir la lumière. » Florent, ému, serra la main ridée de Karen. « Gardez-le, madame. Le vrai cadeau, c'est la paix. » Jules, arrivant avec 2 flûtes de champagne, leva son verre, « À nous tous. Aux amours qui guérissent. » Karen, les yeux humides, trinqua maladroitement, et pour la première fois, un sourire sincère illumina son visage. La soirée culmina en une danse improvisée sous les étoiles naissantes, Élise et sa petite amie, une sculptrice espagnole, virevoltant au son d'un accordéon, des voisins hétéros et gays mêlés dans un tourbillon inclusif, et Florent et Jules, au centre, enlacés dans un slow langoureux, leurs fronts se touchant comme un secret partagé. « Je t'aime, » murmura Florent, les paupières closes. « Pour toujours. » Jules répondit par un baiser, profond et possessif, qui fit taire le monde autour d'eux. Mais le karma, dans sa grandeur finale, réservait une surprise douce amère. Quelques semaines plus tard, Karen, apprenant qu'elle était atteinte d'un cancer précoce, un diagnostic qu'elle avait ignoré par orgueil, choisit de se battre en silence, entourée de sa nouvelle famille élargie. Élise organisa des soins, Florent lui apporta des livres apaisants, Jules cuisina des plats réconfortants. Dans son appartement, désormais ouvert aux visites, Karen confia un soir à Florent, « J'ai peur de la fin. Et si j'avais gâché ma vie ?» Il prit sa main. « Non. Vous l'avez sauvé, à la fin. C'est ce qui compte. » Karen s'éteignit paisiblement 6 mois plus tard, en novembre, sous un ciel parisien d'un bleu pur. À ses funérailles, modeste mais émouvante dans une petite église du Marais, Élise prononça l'éloge, « Ma mère a appris l'amour tard, mais elle l'a appris bien. Grâce à des hommes courageux qui lui ont tendu la main. » Florent et Jules, assis au premier rang, serrèrent leurs doigts, des larmes discrètes coulant sur leurs joues. Après la cérémonie, ils marchèrent jusqu'au pont des Arts, où des cadenas d'amour cliquetaient doucement dans la brise. « Elle a eu son karma, » dit Jules. « Et nous, le nôtre, une vie ensemble. » Le soir venu, dans leur lit, ils firent l'amour avec une ferveur renouvelée, un rituel de gratitude pour les épreuves surmontées. Les corps arqués, les souffles haletants, ils atteignirent l'extase en criant des noms entremêlés, un hymne à la résilience. Au matin, Florent trouva un cadenas dans sa poche, un cadeau d'Élise. Ils le fixèrent au pont, gravé d'un simple « F et J. Karma Lovers ». Paris, indifférente et éternelle, continua son ballet de lumière et de passion. Mais pour Florent et Jules, la ville était désormais un poème vivant, où l'amour triomphait des haines, où le karma tissait des fils d'or au milieu des épines. Et dans les rues du Marais,
leur histoire devint légende chuchotée, celle d'un couple qui, face à une Karen enragée, avait invoqué non la vengeance, mais l'humanité. Un happy end teinté de mélancolie, humain jusqu'à l'os, prouvant que même dans le chaos, l'amour trouve toujours son chemin.